Frontière franco-belge, 4h32, le retour de boîte a tourné au fait divers. La BM était en tournée, il y a un mort, il y a un stabilisé. La mission d'un journaliste sur ce type d'événement, faire le plein d'images et récolter le maximum de renseignements. Mais elle arrivait d'où la voiture là? Je comprends pas. Le journaliste fait diversier tentera de dépasser les limites qui lui sont imposées. Maintenant vous partez. Donne un ordre, une injonction, c'est une injonction. Maintenant vous partez. Pour témoigner sur film ou papier du drame qui vient de se dérouler. Une banlieue bourgeoise de région parisienne. Le quartier est tranquille, mais la veille au soir, un homme a tué ses voisins et leurs invités pour des histoires de bruit. 4 personnes, dont une femme enceinte, ont péri criblées de balles sous les yeux de leurs enfants. Le drame a fait l'ouverture des JT de la matinée, mais si tôt dans la journée, le frère du meurtrier n'a pas encore écouté les actualités. Justement, c'est là le problème, c'est pour ça que je m'inquiète. Je vois des caméras partout, je vois la télé. Alors c'est pour ça que je... Il y a un monsieur qui a tué deux couples, vous savez? Ah là, ça m'inquiète sérieusement, vous commencez à m'inquiéter sérieusement là. Le frère et sa femme sont venus rendre une simple visite de courtoisie à leurs proches. Ils n'arrêtaient pas de le harceler, remarquez. Alors comme il était un peu à la longue, il est devenu dépressif. Toutes les rédactions sont au courant depuis plusieurs heures, mais le couple n'a même pas été prévenu. De nouveau, c'est un journaliste qui leur révèle l'épilogue du fait divers. C'est pas Willy au Canada. Les dernières télévisions désertent les lieux. C'est vrai que ça a tout de suite beaucoup d'impact médiatique parce que ça suscite beaucoup d'émotions. Tout de suite 4 personnes qui se font tuer dans une résidence comme ça, plutôt calme. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit être présent. Il faut essayer de pas trop en faire. On a les familles de victimes qui arrivent. Faut pas non plus, on va pas faire des gros plans sur des gens en train de pleurer qui viennent d'apprendre la mort de leurs proches. Difficile toujours de positionner la balance. Faut pas trop en faire, mais il faut quand même être présent. Pour d'autres journalistes, le travail commence à peine. Bruno Lédion, le reporter du Nouveau Détective, un hebdo spécialisé faits divers, a besoin de beaucoup de matière sur l'affaire. Ici, pas de concierge, mais c'est tout comme. Ce voisin a tout vu et tout entendu. Les morts, ils étaient allongés. Il y en avait 2 ici. Dans le couloir, 4e à l'hôpital, et puis donc l'autre qui s'est suicidé. Et la femme, elle est morte avec le bébé à l'hôpital. Elle crie au secours, au secours. Elle fait sauver mon bébé, sauver mon bébé. Vous regardez quoi à la télé? Je regardais NCIS à la 6. Bah là, c'est pour de vrai maintenant. Aucun mystère, dans la chronologie des faits, le meurtrier monte, il sonne, on lui ouvre, et il fait feu à 11 reprises avant de retourner son arme contre lui. Les crimes les plus simples recèlent parfois une sombre ironie du sort, un ingrédient classique pour pimenter le récit du fait divers. Le témoin est intarissable, Bruno Lédion commence à en savoir plus sur les victimes. Peau blanche, avec une tête dure, ça, ouais, c'est gentil, sympa, ouais. Elle était bien. Elle travaillait à Villemomble. Et lui, il était dans l'informatique, je crois. Ouais, non, pas l'informatique, il était dans les télésurveillances. Dans le système d'alarme. Ah, il installait des systèmes d'alarme. Ouais. Voilà. Alors que Bruno poursuit ses investigations, il apprend que la rédaction a déniché une photo de la victime sur Internet. Il faut recouper l'information, direction un cybercafé avec le témoin, dont la disponibilité semble sans limite. Je la reconnaîtrai, ta femme. Je la reconnais. C'est elle? Non, c'est pas elle. Pose lascive et bikini, il ne s'agit pas de la victime. Bon bah, tant pis. Le fait divers suscite l'interrogation des riverains et la curiosité d'un autre kidam qui vient de loin. 4 morts. Ouais, je sais, bien sûr. Et lui, c'est donné la mort par la suite. Ouais, ça sert à rien. Oui, mais alors quand on en revient à bout, des fois, on éclate. Vous habitez dans le coin? Non. Moi, je suis de passage. Vous êtes passage, vous êtes venu exprès pour le... Oui. Pour ça? Je vais partout. Quand il y a un événement, je vais partout. Surtout des faits Vous êtes en train de filmer, là? Surtout des faits divers? Oui, je viens quand même sur les lieux. Parce que si je peux parler avec les gens, je vais discuter avec eux. Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? Pourquoi vous venez en fait? J'ai l'impression que c'est vous que ça fascine. Le
Le fait divers fait aujourd'hui l'objet d'études universitaires. Docteur en lettres, Marc Litz est professeur de communication à l'université de Louvain en Belgique. Il est directeur de l'Observatoire du récit médiatique. Mais ceux qui vont au terrain, ils font vraiment avec leur carnet, ils prennent des notes et il n'y a pas un nom qui manque, il n'y a pas la couleur d'une façade qui manque, ou une marque de voiture. Non, mais c'est un vrai travail d'investigation, hein, et très écrit, hein, parce qu'on raconte un fait divers. C'est pas un récit comme les autres. Le fait divers, c'est ce qui est vraiment lu parce que ça nous parle de ce qu'est notre vie. Ça met en scène nos peurs et on sait qu'on vit dans un monde très anxiogène et peut-être de plus en plus anxiogène, qu'on a peur de ce qui peut arriver. Et que raconter ces histoires ou lire ce qui est raconté par les journalistes, ça me permet d'exorciser mes peurs, une espèce de catharsis qui fait que, en lisant cela, d'une part, je me rends compte que ça arrive à d'autres, et en même temps, ça en fait un objet social parce que je peux en parler. Je vais faire mes courses chez le boucher, et je dis, tu as vu ce qui s'est passé dans le journal, ce qu'on a dit, on en discute. Ça me permet d'un peu réguler cette angoisse. Si on prend la presse régionale, l'essentiel des faits divers, c'est les accidents au coin de la rue, c'est le cycliste qui est tombé de son vélo, c'est la petite vieille qui s'est fait arracher son sac. C'est pas un événement qui a une ampleur extraordinaire. Mais un autre des traits du fait divers, c'est parler aussi de la proximité, du quotidien des gens. Le centre-ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Un événement retient ce matin l'attention des passants. Des travaux sur une canalisation et un conducteur qui n'a pas remarqué le trou occasionné sur la chaussée. Olivier est un fait diversier de l'Aisne Nouvelle, le journal local. La pêche aux infos commence. Première source en présence, la police municipale. Excusez-moi, vous savez qui conduisait Ouais, le chauffeur, il doit être dans les parages. Il y a eu des travaux hier, donc bon, ça sent quand même un peu de gaz. Olivier engage ensuite la conversation avec l'automobiliste distrait. Honnêtement, avec la zone d'ombre, vous le voyez pas. Hein. D'accord. Quand vous êtes en zone d'ombre comme ça là tout à l'heure, Ouais. vous voyez pas qu'il y a un trou, hein, honnêtement. Ok. Je peux juste vous demander votre âge pour mettre dans les nouvelles. 58 ans. Le conducteur de 58 ans. Pauvre malheureux là, il a sa voiture qui en a pris un coup, mais bon c'est pas. Puis ça tire du monde en centre-ville, voilà, on va faire un petit truc, c'est plutôt un fait divers sympa entre guillemets quoi, sauf pour le monsieur, mais bon, plutôt insolite on va dire. Petit événement dans l'histoire, ça sent gaz. Peut-être une fuite. Des mesures sont pratiquées par les pompiers. Préventivement, la rue est interdite à la circulation. Quelques photos s'imposent. Moi, je profite aussi pour faire quelques gros plans sur les pompiers, pour leur donner des photos. Ils aiment bien. Encore quelques questions à poser et Olivier disposera de toutes les informations nécessaires à l'écriture de son papier. Laon, à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Quentin. Au palais de justice, depuis le début de la semaine, on juge un homme pour le meurtre d'un autre. Parmi les principaux acteurs du procès, la fille de la victime, c'est la partie civile. Mon père. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Qu'il soit condamné un maximum et qu'il souffre jusqu'à la fin de sa vie, comme moi j'ai souffert de la perte de mon père. Les crimes de sang sont jugés par les tribunaux d'assises, des lieux propices à l'exacerbation des passions. Magali Filou est une autre journaliste de l'Aisne Nouvelle. Elle couvre l'audience pour le quotidien. C'est le dernier jour d'audience aujourd'hui? Ouais. Dernier jour, on va commencer le plaidoirie. Et on attend le verdict pour la soirée. On a retrouvé l'arme du crime qui figure parmi les pièces à conviction. Les faits ne sont pas contestés. Massacre au pied de biche, puis défenestration de la victime. L'affaire semble simple, mais le procès ne l'est pas. Notamment au regard de la condition mentale de l'accusé. Il a contracté une méningite à l'âge de 8 ans, dont il s'est réveillé après 3 mois de coma et très lourdement handicapé. Il a par la suite connu une vie très difficile d'institution psychiatrique. On a l'avocat de la partie civile, qui représente la fille du défunt, qui pose très clairement la question de la capacité intellectuelle et de la capacité éventuellement à manipuler de l'accusé. C'est pas du tout facile à juger. J'aimerais pas être à la place des jurys. Dans le box, Carpentier David, 35 ans, sans profession. L'audience criminelle est reprise, vous pouvez vous asseoir, mesdames, messieurs.
Les journalistes présents ont pour mission de faire la chronique judiciaire. Leurs comptes rendus d'audience ont-ils quelque influence sur l'issue du procès? L'avocat de la défense s'insurge ainsi contre la une de l'Aisne Nouvelle quelques jours plus tôt. Une citation de l'accusé. Je suis un monstre, il l'a dit, mais pourquoi le sortir comme ça? 4 colonnes à la une, oui. Et en samedi, c'est-à-dire le jour du plus grand tirage. Alors bon, s'ils veulent vendre, qu'ils n'utilisent pas les gens les plus défavorisés. Pour moi, c'était un élément émotionnel très fort aussi du procès. Le choix qui est fait, c'est un choix dont on peut discuter chaque jour, jour après jour, de titre de une. Après, c'est aussi de bonne guerre. Chacun utilise les médias dans son propre intérêt. Or, probablement, effectivement, qu'un titre comme celui-là ne sert pas forcément les desseins de l'avocat de la défense, qui d'ailleurs a fait, à mon sens, une plaidoirie extrêmement humaine. En fin de journée, les débats sont terminés. Les jurés et la présidente du tribunal vont délibérer. Un temps mis à profit par les journalistes pour commencer la rédaction de leurs articles. La meilleure façon de traiter les assises consiste à s'en éloigner, sans doute. C'est-à-dire à ne pas être prisonnier des débats, à raconter ce qui se passe pour ceux qui sont là, mais surtout pour ceux qui n'y sont pas. Donc quand il y a 5 experts qui défilent à la barre, si ce qu'ils ont à dire n'a aucun intérêt, eh ben on n'en parle pas. On est là pour raconter une histoire. Et il ne faut pas avoir honte de le dire et de l'expliquer. On raconte une histoire. Cette histoire touche à sa fin. Le verdict est tombé pour David Carpentier, reconnu coupable et condamné. Magali rentre au journal pour faire le point avec le secrétaire de rédaction. Réquisitoire 30 ans et puis peine, verdict final 20 ans. C'était très très fort parce qu'en plus la défense a fait un réquisitoire très humain, très très humain, où elle rappelait le fait que c'était un homme qui était jugé et pas un monstre. Contrairement à ce qu'on a dit. On a dit, voilà. Ça a posé quelque chose. On l'a titré, mais c'est lui quand même qui l'a. C'est entre guillemets. Ça va faire la une, hein, le titre de une, hein, ça c'est sûr. Hein. Le titre de une fait divers, qui est en général consacré aux faits divers, de toute façon. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de faits divers, justement. Il y a dans l'actu. C'est un problème, des fois, pour... Ça se produit très rarement. Ça se produit très rarement. Très rarement. Là, on est un peu surpris, et c'est vrai que ça se produit très rarement. Donc là, du coup, on a retourné notre fait divers de une avec les assises, puisque c'était un fait divers assez important. Et dans le bandeau, où il y a toujours un fait divers secondaire, on dira, entre guillemets, bon bah là, ça sera un appel de sport, on va le consacrer au sport. Le lendemain, c'est une nouvelle journée d'actualité locale qui commence à l'Aisne Nouvelle. Chaque matin, il est un rituel immuable dans le bureau du rédacteur en chef. Premier réflexe le matin, c'est pas de regarder mon canard, c'est de regarder la concurrence, en l'occurrence l'Union et le Courrier Picard. Moi, ce qui m'intéresse sont les sujets de local, mais aussi les faits divers. En matière de faits divers, ce que redoutent tous les journalistes, ce sont les ratages. Et là, manifestement, on n'en a pas. Non, tout ça, c'est pas notre secteur. Comme de nombreux titres, l'Aisne Nouvelle est originellement un journal de résistants, fondé à la Libération. Le fait divers a toujours occupé une place importante dans ses colonnes. Il y a deux façons un petit peu de considérer les faits divers. Soit c'est cette fameuse rubrique des chiens écrasés qui n'a aucune noblesse, soit c'est un baromètre social, sociétal, comme disent certains, de notre environnement. Dans la zone de diffusion de l'Aisne Nouvelle, le monde rural est prédominant. Couvrir l'actualité des petites campagnes reculées nécessite l'emploi de journalistes non professionnels, les correspondants. On va voir Michel Berdal. Michel Berdal, c'est un correspondant qui est sur le canton du Catelet et qui couvre un secteur assez important pour nous, un secteur où la nouvelle est sans vraie concurrence. Et c'est un type qui a les faits divers chevillés au corps. Il adore ça. Il se lève la nuit pour aller couvrir les accidents. Il est copain avec un nombre incalculable de gendarmes. C'est sans aucun doute notre plus précieux correspondant en termes de faits divers. Ça, c'est évident. Michel Berdal est en disponibilité de la Poste. C'est le type qui connaît tout le monde dans le coin.
sur tous les gendarmes et les pompiers. Chaque jour, il fait sa tournée. Cette nuit, un incendie. Un matelas était entreposé pas loin de la source électrique, quoi. Ah d'accord, donc c'est le matelas qui aurait... qui a dégagé pas mal de fumée. Donc là, le risque, c'est... pour nous, le risque, c'est l'embrasement généralisé si on ventile pas. Ben nous, on ne va pas dire que ça fait parler des pompiers de Fresno, mais ça prouve qu'on est toujours là, qu'on est toujours présent, par n'importe quelle heure, n'importe quel temps, quoi. Les gens sont capables de voir que les pompiers, à n'importe quelle heure, on intervient. Retour au journal, dans le bureau des faits diversiers. Olivier se fait confirmer l'horaire de l'audience qu'il doit couvrir dans l'après-midi au tribunal de Saint-Quentin. 15h? Très bien, merci. Au revoir. Les crimes, les délits, le drame humain compose l'essentiel du quotidien d'un fait diversier. Au fil des papiers et des années, le journaliste a appris à prendre du recul au regard de cette actualité particulière. Un des premiers accidents mortels que j'ai fait ici, sous la bâche, c'était une gamine. Quoi. Une gamine de 4 ans. Moi qui est un gamin de 3 ans, je me dis, là on s'identifie. Après c'est là, il faut garder le recul aussi. On se dit, bon, je vais pas, ça va pas m'empêcher de dormir la nuit, il faut dire ce qui est, ça fait partie de mon boulot, mais chaque fois que je sors d'un accident mortel, le premier réflexe c'est que j'appelle ma femme et mon fils. J'ai besoin de me rattacher, de me dire, bon, tout le monde va bien chez vous, et après ça repart. Au palais de justice de Saint-Quentin, Olivier retrouve Bernard Dordogne, l'un de ses confrères travaillant pour un journal concurrent. Bonjour monsieur Bernard Dordogne. Ici, il croise les personnages parfois truculents qui peuplent l'univers de la justice ordinaire. Ça fait longtemps que tu étais devant, excuse-moi. Ça faisait longtemps que tu étais là. Ça fait 10 minutes. T'as pas vu un noir sortir avec des menottes par hasard avec les keufs? Oh, il y a longtemps. Parce qu'il est dans la même histoire que moi, et moi en fait au moment des faits j'étais mineur donc ça m'a sauvé. C'était quoi ton histoire? Vol de voiture avec accident puis course poursuite. Attends, la totale. C'était là il y a pas longtemps. Hein. Ouais, il y a un mois. Ouais, je me rappelle de cette histoire. Les faits diversiers développent souvent une sévère addiction au téléphone portable. Oui, commissaire. Une bonne dose d'ondes électromagnétiques est nécessaire avant le sevrage de l'audience. À l'étage, Olivier croise le nouveau procureur. Vous dire qu'on ne prend pas en compte l'aspect médiatique d'un dossier, c'est stupide. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment des considérations d'ordre public. Si vous avez une affaire qui prend une ampleur ou donne le sentiment qu'au fond justice n'a pas été rendue, le risque c'est que nos concitoyens se fassent justice eux-mêmes. Donc il faut aussi intégrer dans nos pratiques judiciaires la nécessité d'une lisibilité de notre action pour éviter des difficultés. Avant le procès, les journalistes faits diversiers attendent patiemment. Entre confrères, l'entente est cordiale, même si le jeu de la concurrence consiste à sortir des infos que les autres n'ont pas. C'est fraternel, mais sinon c'est la guerre. Sur le papier, oui. On a tous des couteaux là dans le dos. Non, on n'a pas. En tout cas, nous, on va rien, on prend notre café, on prend notre poisson, mais sur le métier, chacun respecte son truc. C'est normal, c'est tout à fait normal. Au programme de cet après-midi, un homme accusé d'avoir giflé une adolescente de sa cité. Il est jugé en comparution immédiate, c'est la justice express, censée désengorger les tribunaux. Procédure ultra rapide, verdict dans moins de 2 heures. Quand vient le délibéré, c'est l'heure de la popote avec les policiers. Sujet brûlant du moment, un fait divers sensible, une brebis galeuse chez les poulets. La couverture de l'affaire a valu à tous les faits diversiers du cru l'interdiction d'entrer dans les commissariats de police de la région. Une affaire effectivement qui aboutit à la mise en examen et au placement en détention d'un policier. Et effectivement, à la suite de la couverture de ce fait divers, il a été manifestement décidé que les journalistes n'avaient plus l'autorisation de pénétrer dans les commissariats. Ça perdure en tout cas depuis l'été. Effectivement, et ça ne facilite pas le travail des faits diversiers. Et c'est des pratiques quand même assez lamentables. Fin de l'audience et verdict, la claque vaut 8 mois ferme à l'accusé. Précision d'importance, une mention d'homicide figurait déjà sur son casier. Il s'attendait à prendre ses quartiers à la maison d'arrêt. Après la fin de l'audience, la journée d'Olivier est encore loin d'être terminée. Première étape, une rapide tournée chez les pompiers.
Juste le temps de prendre quelques notes sur une intervention des sapeurs dans un cours d'eau. Pollution de 300 litres de fuel déversé. Voilà. Suite à une citerne qui a débordé. C'est souvent par là, non? Mais ce qu'attendait vraiment Olivier aujourd'hui, c'est son rendez-vous avec le commissaire de Saint-Quentin. Il a contourné l'interdiction faite aux journalistes de pénétrer dans les commissariats. Ça faisait longtemps que t'étais pas rentré dans ce commissariat. Dans le Saint des Saints, oh là là, ouais. Ah, ça fait plusieurs mois. Hein. Là, j'y vais pour un truc institutionnel, pour représenter les journées de la sécurité intérieure qui ont lieu samedi. Donc, officiellement, je n'y vais pas pour la tournée des faits divers. Le hall d'un commissariat est une source d'information à lui tout seul. Un petit oreille qui traîne et puis... T'as déjà sorti des choses à partir d'infos que t'avais... Ah oui, ouais, j'ai un exemple en tête où il y avait des familles à pleurer, ils se demandaient ce qui se passait. Puis j'étais voir, il me dit, oh, il y a mon fils, il y en a un qui a sorti son... La nouvelle qui a sorti son zizi devant mon fils, etc. Puis tout le monde était affolé, effectivement, il y avait un exhibitionniste qui traînait aux abords d'un collège. Donc le lendemain, un papier tout seul à l'avoir, parce que j'étais le seul à... Ah, par exemple, une affaire de raquette. Pas grand chose, mais bon, mal noté dans un coin. Ça va? Savez-vous? Olivier a rendez-vous avec le commissaire de Saint-Quentin en personne, Nicolas Boileau, 32 ans. Ce n'est pas lui qui a pris la mesure de bannissement des journalistes, mais son supérieur hiérarchique. Nicolas introduit la conversation par un papier dont il n'est pas très satisfait. À partir du moment où il y a marquage au sol, la place n'est que pour les personnes à mobilité réduite, tranche la police de Saint-Quentin. Quand il veut contacter, il est bien gentil, mais comme il n'y a que moi qui parle à la presse, je sais très bien qu'il n'a pas appelé ici. Non, puis je pense qu'il... Non, mettez pas ça à la poubelle comme ça. Ah bah du coup, si... Faut de respect pour la presse. Il n'y a pas de fait divers police, du coup. Au fil du temps et de l'actualité judiciaire qui passe, une certaine complicité s'est installée entre le policier et le journaliste. Non, de toute façon, je suis pas là pour les faits divers. Non, mais si vous voulez pas les faits divers, ouais, de toute façon, vous en foutez, vous recopierez dans le politique dans l'Union. Je les recopierai mieux, sans les fautes. Ouais. Très vite, Olivier embraye sur la tournée des faits divers. Mais la discussion est interrompue par un coup de fil familier. C'est le fait diversier de l'Union. Monsieur Dordan. Qui vient aux mauvaises nouvelles. Le cas de garde à vue pour tentative de vol en réunion, si tu prends. 4 jeunes qui ont pénétré dans les lieux sont en train de voler le cuivre. Et dans quel âge? Parce qu'ils ne posent pas les bonnes questions. 18 ans pour les 3 et le 4e 19. Ok, merci. A plus. Bye. Quand c'est une information police, on donne la même chose à tout le monde. D'accord. Par contre, quand ils ont, et sur une ville comme Saint-Quentin, où la concurrence est rude, une information au départ et que c'est eux qui posent la question, on protège la question qu'ils ont posée, et donc même si c'est une information ou une affaire qu'on avait l'intention de donner au départ, on ne la donne pas forcément aux autres. Est-ce que la presse peut être une entrave à votre fonctionnement quotidien? Quand on est sur une affaire en flagrant délit et que les journalistes sonnent et font l'enquête de voisinage avant même qu'on ait terminé les constatations et qu'on ait commencé, qu'ils ont déjà traumatisé, entre guillemets, ou en tout cas longuement questionné les témoins avant même qu'on ait connaissance qu'il y avait des témoins, oui, ça nous pénalise parce que il arrive même quand ils sont particulièrement retors qu'on ait les déclarations de témoins dans la presse le lendemain sans même que nous on ait encore identifié le témoin. Ça arrive rarement, mais ça arrive sur quelques faits divers importants. Bon, là, c'est un peu pénalisant. Il est maintenant temps d'évoquer les détails de la journée de promotion de samedi. Nicolas Boileau compte beaucoup sur la presse locale pour médiatiser l'événement. C'est une des clés du succès de cette opération. Toujours le volet recrutement, parce que ça reste des institutions qui recrutent beaucoup, même si en ce moment un peu moins, mais qui ont toujours des recrutements assez importants. Et puis on aura une tente, un gros stand sur la police technique et scientifique. Le jeune commissaire et le journaliste trentenaire semblent conscients d'appartenir en fait à un même monde, le complexe médiatico-judiciaire. Hey, bonne soirée. Reims et sa cathédrale. Dans la ville du Champagne, une autre institution, le journal L'Union. Un grand quotidien régional comptant plus d'une centaine de journalistes salariés. Fort d'une dizaine de reporters et d'un photographe attitré, le service des faits divers est bien doté. Éric Lenné est l'un de ses responsables. Pour ce reporter chevronné, pas de mystère, le turbin,
c'est d'abord sur le terrain que ça se passe. C'est une histoire, donc il faut essayer de la mettre en scène, d'amener le lecteur sur le terrain et dans le fait divers. Donc pour ça, il faut beaucoup de détails. C'est aussi pour ça qu'il faut aller sur le terrain et qu'il faut essayer de recueillir un maximum d'éléments pour essayer de recréer une ambiance et essayer de mettre le plus possible le lecteur dans cette ambiance-là. Direction Soissons, sur le terrain d'un braquage, avec Aurélie Brossard, une journaliste du service. Directement, elle se rend chez la victime, un commerçant qui tient un hôtel-bar. Oh, c'est magnifique, il n'y a pas de lumière. On a appris que vous aviez été victime d'un vol avec violence hier. Vol à main armée. Oui. On voulait savoir s'il serait possible que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé. Non, je veux pas que ça apparaisse dans le journal. J'étais au commissariat ce matin et j'ai dit au commissaire de police que je voulais pas que ça apparaisse dans le journal. Ça ne marche jamais comme ça. Les policiers et les gendarmes ne doivent pas nous interdire de faire un papier quand on a l'information. Faites un article, mais je ne ferai pas de déclaration dessus. D'accord. Est-ce que vous avez peur? J'ai un peu peur, oui, parce que quand vous vous retrouvez avec un couteau sous la gorge et qu'on vous pique ce qui a piqué, forcément vous n'avez pas envie que ça se sache. Et j'ai pas envie que ça recommence non plus. Ok, bon, bah, on vous embête pas plus longtemps. Merci, au revoir. Pour plus d'infos, l'enquête de voisinage, l'armurier, bonne idée. Je voulais savoir si vous aviez vu ou entendu quelque chose. Ils ont visé plusieurs commerçants de l'avenue dans la square. Des petits braqueurs sans importance pour la police. Ok, et bien on vous embête pas plus longtemps. Merci. Je vous en prie. Bon courage. Au revoir. Aurélie n'est pas du genre à abandonner facilement une source d'information potentielle. Mais dans ce bar du coin, on fait celui qui n'entend pas. Qu'à cela ne tienne, la récolte se poursuit au garage d'à côté. Ils vous ont dit quoi alors les policiers quand ils sont passés l'inspecteur? Parce qu'ils sont été chez Midas demander des pneus, après ils ont été chez l'armurier, ce qui paraît. Oui, plusieurs fois visiblement il nous a dit l'armurier. Entre la jeune femme et le fait divers, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. Quand j'étais toute petite, effectivement j'étais en CP et je commençais à apprendre à lire. Je lisais La Voix du Nord et les pages faits divers sur les genoux de mon papier. 2 heures de terrain plus tard, et la journaliste en sait maintenant un peu plus sur la façon dont ont opéré les malfaiteurs. Il est temps de rentrer à la rédaction. Son bureau se trouve à Laon, où l'Union dispose d'une agence. Elle doit d'abord joindre le commissaire de Soissons pour confronter son enquête de terrain à celle effectuée par la police. Le fait qu'ils aient opéré à visage découvert, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Oui, ils ont une certaine immaturité. Non, je pense que ça va faire une ouverture, ce que nous on appelle une ouverture, une tête. C'est le papier principal. D'accord. 18h, c'est l'heure de la réunion dans le bureau du responsable de l'édition départementale pour faire le point sur les faits divers du jour. L'un l'a menacé avec un couteau sous la gorge, l'autre a mis la main dans son pantalon et a pris l'enveloppe qui était dans son caleçon qui contenait 1 500 €. Pas d'appel à témoins. Les autres faits diversiers du secteur ont déjà fait leur rapport au chef de l'édition. En cherchant à savoir si le quartier est sous la coupe d'un pyromane ou pas, c'est Quentin, oui. Et il a une autre petite histoire d'un Roumain qui a volé du matériel iPhone dans une grande surface pour 2 000 €. Donc... Allez. Aurélie commence la rédaction de son article. L'écriture, une gymnastique quotidienne. Un journaliste de presse régionale noircit des centaines de pages chaque année. Marie-Pierre Duval est secrétaire de rédaction, SR, un maillon essentiel de la chaîne de réalisation d'un journal. Les SR hiérarchisent l'information et sont également en charge de la vérification des papiers. En SR expérimenté, Marie-Pierre accorde une attention particulière aux faits divers. La journée d'un fait diversier, elle commence de bonne heure, elle se termine très tard et puis on est toujours au plus près de l'info, donc on cherche toujours à avoir les dernières informations. Et c'est la difficulté parce que justement, ce sont des papiers sensibles, des papiers qui sont très lus, où on peut déraper très vite et qu'on reçoit, qu'on traite dans l'urgence. On a quand même régulièrement des petits détails à remettre, la présomption d'innocence. Et le respect de la victime aussi, moi je suis très à cheval là-dessus, j'aime pas beaucoup les identités de victimes, parce que déjà on est victime, c'est pas la peine de l'être 2 fois. Il est 23h15, Aurélie baisse les stores, ferme les portes et éteint les lumières avec la force de l'habitude. Demain est un autre jour. Le lendemain, direction Saint-Quentin.
Des pompiers s'affairent à la désincarcération d'une victime d'un accident de la route. D'autres sapeurs habillés en bibin d'homme interviennent sur une alerte pollution chimique. C'est la foire aux faits divers. De simples exercices bien sûr. Les badauds sont en fait des spectateurs. Et les blessés, de jeunes acteurs. C'est la journée de la sécurité et de la prévention. La grande kermesse des pimpons, casquettes, képis et gyros de thon. Il fait beau et les démonstrations reçoivent les faveurs des Saint-Quentinois. Comme vous pouvez le constater en direct, le dépistage d'alcoolémie s'est révélé positif, le conducteur du véhicule est particulièrement récalcitrant, nécessitant une intervention musclée des fonctionnaires de police qui parviennent finalement à le maîtriser. Parmi les spectateurs, on retrouve Aurélie et Olivier, qui sont évidemment de la partie. C'est un peu de la com, je ne veux pas se cacher, c'est de la com pour eux, mais bon, c'est partie du jeu quoi. Il s'agit de bien retranscrire ce qu'ils ont fait. Faut pas se tromper, donc ils mettent pas un gendarme à la place d'un policier et vice versa. On a déjà eu le coup les dernières. Au détour d'un exercice, Aurélie, la fédiversière de l'Union, en profite pour discuter avec le directeur départemental de la sécurité publique. C'est lui qui a banni les journalistes des commissariats de la région et il n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Mais Nicolas Boileau, le commissaire de Saint-Quentin, lui, se prête volontiers au jeu des photos et de la promo. Ça fait 2 ans, oui. Enchanté, monsieur. Certainement, j'aurai l'occasion de le revoir encore. Une zone industrielle de Reims. L'Union y dispose d'un bâtiment qu'on appelle l'usine. La nuit commence à peine. Ici s'établit la réalisation finale du journal. Chacune des pages est traitée selon une chaîne dont les maillons sont des journalistes ou des techniciens. Les unes sont visées avec un soin particulier. C'est bizarre que sur l'autoroute qui soit plus gros que les 100 000 € de coque, non? Ou alors je fais 100 000 € en gros et 2 coques sur l'autoroute en plus petit. Donc je lui ai demandé d'inverser, de mettre plus gros 100 000 € de cocaïne et sur l'autoroute en plus petit. L'autoroute n'est pas très intéressante. 100 000 € de coque, ça devient un peu plus intéressant. L'Union, c'est 9 éditions différentes d'un même titre. Quant à l'impression, il suffit d'emprunter la porte d'à côté. Voici l'engin, une rotative flambant neuve. 25 millions d'euros investis par le groupe R100 Média, discret géant de la presse française, qui détient des dizaines de quotidiens et périodiques régionaux. D'ailleurs, outre l'Union, ici, on imprime également la quasi-totalité des autres journaux du coin. En fait, on a regroupé tous les journaux de la région, Champagne-Ardenne. On n'a plus les petits journaux qui sont un peu disséminés un peu partout. C'est terminé. On n'a plus les petites entreprises familiales qui faisaient leur petit journal pour son département ou pour sa ville. C'est terminé. Par rapport au système économique actuel, de toute façon, une petite entreprise aujourd'hui qui avait un journal, elle ne pouvait plus vivre, c'était pas possible. Par rapport à ce que ça demande comme modernisation, c'est des moyens énormes. Donc seul un gros groupe peut investir dans des moyens pareils. Le regroupement La Mort, voilà résumer la donne de l'économie de la presse régionale entre crise du lectorat et concurrence de nouveaux médias. Dans la morosité ambiante, les faits divers contribuent à doper les ventes. Jusqu'à son dernier souffle, s'il survient un jour, la presse écrite s'accrochera à sa rubrique fétiche. Parce que c'est aussi par la grâce du fait divers que la presse moderne est née. Serge Garde est journaliste, spécialisé dans l'histoire des faits divers, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages. Ça, c'est Oui. C'est la page des faits divers. Les anciens numéros du Petit Journal et de son édition parisienne, Le Petit Parisien, lui sont précieux dans ses travaux. Premier quotidien à très grand tirage, c'est un titre emblématique de la presse française qui a fondé son succès sur le fait divers. Un fait divers à Pantin, il y aura 5 victimes qui va faire exploser les ventes du Petit Journal. Voilà. Dans les locaux du Petit Journal, la veille d'une exécution, il y avait un calicot pour annoncer l'exécution. L'affaire Tropman en France, une affaire célèbre vers 1865-1864, va faire monter de 100 000 exemplaires pratiquement le Petit Journal quand ils se mettent à suivre ce crime, qui est un crime, il y a eu plusieurs cadavres aux portes de Paris, et le journal, voyant cela, va mettre en feuilleton pratiquement l'enquête qui va se tenir, parce qu'on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on va se rendre compte que le crime, ça marche bien,
et qu'on peut le tenir plusieurs jours. Donc il ne suffit pas d'en parler le jour où ça arrive et qu'on crée du feuilleton. L'enquête sur le meurtre du petit Grégory semble ce soir toucher près de son but. Le juge d'instruction a décidé de la remise en liberté de Bernard Laroche. Jean-Marie Villemain a tué Bernard Laroche. Christine Villemain a été arrêtée cet après-midi. Christine Villemain n'est plus accusée de l'assassinat de son fils. Toutes les caméras tournent, il y a des caméras directes là. Non. Et ensuite, radio et télé, vous prendrez Madame Laroche les uns après les autres, comme vous voudrez. 25 ans que cela dure, le petit journal peut aller se rhabiller. Record de longévité pour un feuilleton à succès. Le meurtre d'un enfant revendiqué par un corbeau marque le début d'une partie de Cluedo, jouée dans des montagnes secrètes. Les journalistes qui sont entrés dans ce fait divers ultime ont vu leur vie bouleversée. Correspondant de Libération dans l'Est de la France au début des années 80, Denis Robert est l'un d'entre eux. Quand tu vis ce type d'événement, ça te forme, ça change ta manière de voir le monde et le journalisme en particulier. Et puis soit tu pètes un plomb, tu changes de métier, tu fais une dépression, enfin, ce qui est arrivé à certains d'entre nous, ou soit ça te donne un rapport à l'information et à la vérité qui est quand même très particulier. Tu comprends que la vérité, c'est jamais où on te montre, quoi. C'est toujours là, on regardait le doigt, quoi. Tout commence le 16 octobre 1984 au cœur du petit village de Dossel que traverse une rivière devenue célèbre. Sur ses berges, un photographe nommé Patrick Gless flash en rafale dans la nuit, le doigt enfoncé sur son déclencheur. Le scoop qu'il réalise est un détonateur médiatique. Son auteur travaille toujours pour le même journal régional à Épinal, mais ne s'exprime jamais sur le sujet. Pour les 20 ans de l'affaire, il a néanmoins raconté l'histoire de cette photo de presse exceptionnelle à son collègue des faits divers. Arrivé à l'entrée de l'Épanche, il croise une fourgonnette de gendarmerie, quoi. Là, il suit la fourgonnette, le réflexe, quoi. Il suit la fourgonnette qui l'amène à Dossel, quoi. Là, il voit un pompier, il lui demande ce qui se passe et on lui annonce qu'on vient de retrouver le gamin. Alors, il sort son appareil photo et il a un appareil photo, pour l'anecdote, le flash marche une fois sur 10, quoi. Il shoot, mais il voit pas ce qu'il prend, quoi. Il revient au canard pour faire développer ses photos et en développant, là, il a un choc parce qu'il s'aperçoit que les pieds et les poignets de l'enfant sont liés avec des cordelettes. Donc c'est là qu'il comprend que c'est un crime, quoi. Très rapidement, toutes les rédactions nationales dépêchent des dizaines d'envoyés spéciaux. Les médias sont accros et bien nourris en infos par l'institution judiciaire. Le capitaine de gendarmerie fait une conférence de presse une fois par jour, voire 2 fois par jour, et le procureur de la République met son plus beau nœud papillon en disant « c'est une affaire extraordinaire, c'est une tapisserie ». Bernard Laroche, le cousin, n'est pas le premier suspect et ne sera pas non plus le dernier. Son arrestation à l'usine en bleu de travail relève de l'échafaud médiatique. Les journalistes répondent en masse à la convocation des gendarmes pour la mise au fer du prisonnier. Gérard Welzer devient son avocat. Et moi, quand je vais voir Laroche à la prison de Saint-Pierre-en-84, je ne connais que ce qu'il y a dans la presse et je le crois coupable. 3 mois plus tard, Bernard Laroche est libéré. Aucune preuve formelle n'est relevée à son encontre, mais une partie de la presse reste persuadée de sa culpabilité et continue de colporter cette hypothèse, notamment auprès du père de Grégory. Et la libération de Bernard Laroche, qu'est-ce que vous en pensez? On verra avec la SRPJ. Pardon? On verra avec la SRPJ. Qu'est-ce que je vais vous dire? Fou de vengeance, ce dernier se rend chez son cousin et le tue. Il y a eu une faute collective de la presse, quoi. Et donc, Jean-Marie Villemain, au moment où il appuie sur la gâchette, il est chauffé à blanc, quoi. Il y a eu indiscutablement des dérapages émanant ou des avocats, ou des journalistes, ou des deux. Il y a eu des comportements parfois regrettables, il y a eu des excès, il y a eu des fautes commises. Et je crois que, en toute objectivité, nous devons, les uns et les autres, battre loyalement notre culpa. Laroche abattu, le fait divers du siècle en appelle à de nouveaux développements pour durer. Et à un nouveau suspect. Pourquoi pas la mère, Christine Villemain, le scénario rêvé. Christine Villemain a elle aussi beaucoup changé. Hervé Brusini. C'est vrai qu'elle a changé, Christine Villemain. Aujourd'hui, elle semble inébranlable, presque dure. Chaque jour, à la une de l'actualité, sa silhouette noire, traquée par la presse, sans répit aucun. Bien sûr, ça me choque. On m'a pris mon gamin, et puis comme c'est là, bon, les rumeurs sont toujours après moi, et puis que sans j'ai rien à me reprocher. Pas l'ombre d'une preuve, aucun mobile, mais durant plusieurs années, toute la France va fantasmer sur l'horrible mère infanticide,
Avant qu'elle ne soit mise totalement hors de cause, l'affaire Villemain, c'est avant tout l'histoire d'un formidable naufrage judiciaire. La gendarmerie avait sa thèse, la police avait sa thèse, qui évidemment était contraire, s'opposait. Bon, et en fait, on est arrivé à un fiasco complet, quoi. Bon, Dans cette instruction à rebondissement, le moindre mouvement des enquêteurs est immédiatement détecté par les journalistes. Tu avais un nombre de suspects restreint dans un territoire restreint qu'on pouvait écumer. Il n'y avait pas besoin d'être un service de police qui avec un maillage sur toute la France. Un seul journaliste, 2 journalistes pouvaient, au porte-à-porte, essayer peut-être de trouver des indices et de démasquer le coupable, quoi. Effectivement, ils se sont pris pour des roules-papilles. Dès que les gendarmes interrogeaient quelqu'un, posaient des questions, les personnes qui n'avaient pas une grande expérience de la presse, etc., en parlaient autour d'eux, les journalistes étaient au courant des confidences, donc l'information circulait, puis elle sortait très vite, il y avait des concurrences entre médias. Les journalistes sont divisés en 2 camps bien distincts, les pro-Laroche et les pro-Villemain. Chacun est persuadé de la culpabilité de la mère ou du cousin. En disposant d'un homme dans les 2 parties, Paris Match a tout compris. Et pour que le choc des photos égale vraiment le poids des mots, l'hebdo de Daniel Philippaki va négocier des exclusivités avec les avocats, notamment Maître Garot, le conseil parisien des Villemain. Les avocats de Christine et Jean-Marie Villemain ont eu un rôle absolument considérable, dont ce qui a été la rumeur autour de la mère, etc. Par la vente des photos, par le trafic qu'ils ont fait en coulisses. Ils ont fabriqué complètement une image fausse de Christine Villemain pour toucher des honoraires, quoi. C'est aussi simple que ça. Cet argent dont Maître Garot a pu trouver l'origine, a pu bénéficier aux Villemain dans la mesure où, à l'époque, Jean-Marie Villemain était incarcéré. Il fallait que Christine Villemain puisse vivre. Durant plusieurs mois, une bonne centaine de journalistes parisiens vont s'établir à demeure à Épinal, avec certaines conséquences sur l'économie locale. En 30 ans de tarentelle, j'ai jamais revécu cet esprit et puis cette ambiance où arrive une centaine, 80 à 100 personnes tous les soirs. L'affaire Grégory, avec tout le respect que je dois bien sûr aux événements, et voilà, mais c'était une période exceptionnelle pour nous. Commercialement, voilà, une affaire Grégory, c'était quelque chose d'important, en chiffres, en chiffre d'affaires. Au fil du temps, dans la vallée de la Vologne, les angles des papiers et des reportages dévient. Faute de suspects vraiment probants, certains médias tentent à fonder une culpabilité collective, celle d'une région et de ses habitants. Le cliché d'un Vosgien acculturé et arriéré commence à se dessiner. C'est quasiment des explorateurs coloniaux qui arrivent, qui débarquent et qui observent des tribus de sauvages, quoi. Ah, mais dans certains papiers, mais c'est exactement ça, qui ne parlent même pas de l'affaire, juste comment sont, même pas la famille Villemain ou Laroche, mais comment sont les habitants de la vallée de la Vologne. Il y a un côté fantasia chez les ploucs. Le procureur de la République évoquait ce soir le caractère frustre de certains témoins, de certains oncles et tantes de Grégory. Ici, la vie est dure, la réussite sociale est rarissime. Dès qu'on voit un journaliste, maintenant, on fait attention, bien entendu. C'est pour ça qu'on dirait presque qu'on est presque agressif, mais c'est un peu légitime. Voilà, parce que je vous répète, avec l'image qu'on a voulu nous donner. Dans ce maelstrom médiatique qu'est devenu l'affaire Villemain, quelques reporters ont su conserver une certaine lucidité. Écriture distanciée dès les premiers papiers, subtile ironie tout en non-dit, la couverture du jeune pigiste de Libé est aujourd'hui montrée en exemple dans les écoles de journalisme. J'ai compris assez tôt que mon rôle n'était pas de savoir qui était coupable, en quelque sorte, mais mon rôle était de raconter cette folie qui était en train de s'emparer de tout le monde. Et une folie qui s'est, disséminée sur la longueur. Ça a duré au début, on se dit ça va durer des jours, puis après ça a duré des semaines, puis après des mois, puis après des années. Et on voit aujourd'hui, on est quand même des décennies plus tard, et on est toujours là, quoi. Toi, t'es là à en parler, moi je suis là à te répondre. Chose que je fais rarement, comme tu le sais, mais bon. Oui. Palais de justice de Paris, 21 novembre 2009, 11h. Une audience particulière va s'ouvrir dans la 11e chambre du tribunal correctionnel. Petite affaire de calomnie et de falsification de documents, mais grand procès, à dimension politique.
2 heures plus tard, les premiers journalistes et techniciens affluent dans le hall. La mission confiée par leur rédaction, immortaliser l'arrivée des prévenus. Le positionnement est déterminant. Là, à l'entrée, vu comment elle est disposée, si tu veux, ils vont rentrer direct. Donc l'idée, c'est de venir un peu en avant et d'arriver à avoir l'image de l'arrivée, évidemment, et essayer d'avoir un sonore. Et là, entre ici et l'entrée là-bas, on a une distance suffisante pour essayer d'avoir tout ça. C'est ça la logique. Dès que tu arrives, il faut que tu te mettes vite devant l'entrée de la salle. En fait, TF1 va s'occuper d'attraper les premières arrivées et les sons. Et donc, on va être sûr qu'on ait l'image des entrées dans la salle. L'assaut est lancé. Ruer vers l'image et le son en ordre dérangé. Premier objectif des fantassins de l'info, un présumé faussaire et son escorte qui tentent une percée vers le prétoire. Tiens, le revoilà. Viens là. Autre prévenu très attendu, un capitaine d'industrie accusé de calomnie. Tout est mis en œuvre pour arracher un mot au présumé corbeau. Monsieur Jargorin, vous avez un mot pour la presse internationale? Un mot, monsieur Jargorin. Il n'y aura pas de commentaire. Jargorin, un mot peut-être? Sans succès. Dehors, on retrouve un abonné des histoires de corbeaux. Salut, ouais, ça va. Pardon, salut. Mais dans cette affaire, Denis Robert a sa place réservée sur le banc des accusés. Je suis poursuivi pour journalisme, donc il y a pire comme chef d'accusation. Est-ce que vous allez faire quelques révélations à ce procès? Est-ce que vous avez des choses à dire en particulier? Non, mais si j'ai des choses à dire, je les dirai à la barre. C'est une expérience aussi, hein. Mais c'est comme au théâtre, sauf que je paye pas ma place, quoi. Sur les premiers 20 mètres, la meute se montre un peu timide face aux confrères. Mais bien vite, les Pandores sont contraints d'employer la technique bien éprouvée du bélier. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille. Doucement. Non, c'est pas bon. Allez, monsieur, avancez. J'aime pas ça. Aussi serein que l'arrivée au palais. T'es là depuis longtemps? Oui. Et Stéphane Villepin est arrivé? Non. C'est le moment de brancher les caméras, il arrive ici. Il arrive? Ici, il a fait une déclaration. Attention à ne pas manquer la déclaration du procès. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy. Mais au fait, comment on prononce Clearstream en langage JT? C'est un peu la même chose que dans tous les procès, sauf que ce procès est particulièrement compliqué. C'est-à-dire qu'on a, dans le meilleur des cas, 2 minutes, 3 minutes et demie pour expliquer ce dossier qui est un peu un dossier en poupée russe. On essaye de donner une atmosphère déjà. Et là, c'est déjà le duel qui est parti, quoi. Les 2 avocats, des ténors du barreau qui dès le départ montrent un peu que ça va être violent, quoi. Effet de manche, tout y passe, quoi. Et c'est vrai que c'est des stars, là. On est au théâtre. La seule chose qu'on peut expliquer sur un format de 2 minutes, c'est ce show médiatique, ce show politique, ces rivalités dans les allées du pouvoir qui font qu'on en arrive là. Quand on a un ancien Premier ministre et un président de la République qui s'affrontent, forcément, il y a une notion de spectacle aussi qui fait que les gens vont s'y intéresser. Même si la justice ne devrait pas être un spectacle, mais de facto elle l'est. Dans cette ambiance survoltée, la confraternité a des limites que la promiscuité finit parfois par dépasser. Ouais, c'est entre télévision du pouvoir, on va s'entendre quand même, attendez. TF1, France 2, même combat, arrêtez les gars. C'est pas parce que... Faut rigoler un peu quand même. Attends, je suis pas sûr que tu demandes à rigoler, toi. Mais non, mais justement. Mais c'est pour ça que je me fous ta gueule, parce que moi je rigole, moi. Ouais, t'as raison. Et moi je t'emmerde, tu vois. Donc on vous connaît les gars de TF1, faut arrêter de... Ah, les gars de TF1. Ah, tac, la généralisation déjà, tac. Vous êtes des killers. J'ai dit, je suis là, je garde ma place. C'est pas une leçon, ça. C'est un état de fait. Regarde la paille dans ton âge. Ouais, je t'emmerde. Nom, Metzner Olivier. Profession, ténor du barreau de Paris. Signe particulier, aime sortir en forêt avant les principales éditions d'information de la journée. La justice a tendance à se faire d'abord dans l'opinion publique, qui n'est informée que par la presse. Et ça risque de fausser un jugement. Donc il y a 2 temps, il y a un temps médiatique et un temps judiciaire. Le temps médiatique est très rapide, en temps réel. Le temps judiciaire qui apporte la vraie vérité arrive souvent des années après. D'accord. Est-ce que justement ce temps médiatique qui prend tant d'importance, c'est pas un obstacle à la sérénité des débats quelque part? Ça pose une difficulté, mais il est normal. Il est normal que le bien public soit tenu au courant de tout. Ici, justement résumé, la principale source d'information de l'opinion. Clément Velrenald est le chef du service judiciaire de l'édition nationale de France 3. Nathalie Pérez et sa monteuse réalisent le reportage qui va être diffusé dans l'édition de 19h30. On est juste bien. Je suis ici par l'acharnement d'un homme. Clément
Clément a bien préparé son direct, le reportage de Nathalie est bouclé, tout semble bien rouler. Il parle de ce sujet-là. Sérieux? Mais parfois, la magie de la télé éprouve quelques difficultés à opérer. Pourquoi il est 26? C'est dans 1 minute 30. Il est en train de me hurler dessus là. Dans 1 minute 30, c'est l'ouverture du jeu. On se calme. Écoute, je sais pas ce qu'il y a. Ils ont un problème de son, moi je suis pour rien. Il faut que vous mettiez le direct d'abord et le sujet après. Qu'est-ce que je te dis? Le JT est lancé. Clément fait un sans faute en direct et le sujet de Nathalie est finalement bien passé. Bravo. C'était parfait. Bon, ça, j'ai un peu le la journée. Il n'y avait pas de son, j'ai eu que des galères. Il est passé finalement le sujet. Oui, d'après ce que j'ai entendu, c'est bien passé. Oui, c'est bien passé. C'est essentiel. En un mois de procès, on va tirer des milliers de portraits. Les acteurs de notre dernière histoire judiciaire vont connaître des expositions médiatiques à géométrie très variable. On l'a qualifié de procès de la décennie. Il commence déjà à sombrer dans l'oubli. La faute à l'actualité et sa mémoire instantanée. Ultime retour à l'Union de Reims pour l'épilogue de cette histoire. Grand débat entre deux rédacteurs en chef sur les rapports ambigus qu'entretiennent les faits divers et la classe politique. Le politique ne peut pas inventer des situations humaines. Il les constate. Son rôle à lui, c'est de les gérer. Donc il les constate dans la vie quotidienne. Et s'il les inventer, peut paraître parfaitement difficile. Alors c'est vrai aussi que les politiques ont tendance à réagir, à utiliser l'émotion à un moment donné pour justement rebondir sur un certain nombre de faits divers. Mais entre le gouvernement de l'émotion et le gouvernement de la raison, il y a un fossé qui n'est pas forcément au profit du politique au sens strict du terme. Le sociologue Pierre Bourdieu l'a dit, les faits divers font diversion, ils détournent l'attention de l'opinion. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. En 7 ans, on a voté 30 lois sur la justice, la sécurité et l'immigration pour punir les bandes, proscrire les cagoules ou établir les peines planchées pour mineurs. Les faits divers parfois, ça fait vraiment peur.